Radio One, jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Bonsoir à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur radio-one.fr. C'est parti pour le Sunday Time, nous sommes en direct jusqu'à 20h pour revenir sur toute l'actualité de la semaine. Et au sommaire ce soir, dans quelques instants, nous reviendrons sur les violences tout au long de la semaine à Baltimore aux États-Unis avec Bastien Mombé. Nous parlerons ensuite de la télévision sur internet en streaming qui gagne étonnamment du terrain aux États-Unis. Nous verrons pourquoi tout cela. Après le rappel des titres, l'actu bourse de la semaine avec Grégoire de Bourse du Futur. Nous parlerons ensuite de Agnès Salle de l'INA qui quitte la présidence après l'affaire dite des taxis. Karl nous expliquera tout cela. Norbert Zongo, journaliste assassiné dans le cadre d'une enquête sur le pouvoir burkinabé il y a quelques années de cela. Arthur Massot retracera son parcours à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Et puis on terminera par une actu un peu plus légère avec le top 7 des prénoms pour la future princesse de Cambridge née hier soir. Mais avant cela, c'est le journal. Radio One, le Sunday Time, le journal. Voilà, petit bug technique. On va donc tout de suite envoyer donc les titres de votre journal, à commencer par le Népal. Les 6 randonneurs français sont probablement morts dans la région du parc national de Langtang. Le Quai d'Orsay est toujours sans nouvelles de 79 d'entre eux. Marine Le Pen juge que son père ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Invitée du grand rendez-vous sur Europe 1 ce matin, la présidente du Front National a encore pris ses distances avec Jean-Marie Le Pen. Et puis Kate Middleton a donc accouché hier matin d'une petite fille dont on ignore encore le prénom. Elle a quitté hier soir la maternité en compagnie de William et du petit George venu pour l'occasion. Radio One, le Sunday Time. Et à 19h02, on commence donc par parler du Népal. Et une semaine après le séisme qui a frappé et tué au moins 700 personnes, les habitants de Katmandou commencent à rentrer chez eux. Et malgré l'intensité du tremblement de terre, peu de structures se sont effondrées dans la nouvelle ville. Reportage de Sébastien Farcis. Alors, le reportage de Sébastien Farcis que l'on va retrouver maintenant peut-être, me dit-on. Voilà le reportage. Le bâtiment de l'usine de fabrication d'équipements militaires de Katmandou est d'un blanc immaculé de l'extérieur. Mais dès qu'on y rentre, l'ingénieur de l'armée nous dévoile les raisons de son inquiétude. Au total, il y a près de 50 fissures qui sont apparues dans les poutres et nous avons peur que cela soit trop dangereux. Nashila Shradita, une ingénieure du bâtiment, est venue vérifier si la structure, à savoir les poutres, les colonnes et les sols, ont été gravement endommagées. Je veux voir si les fissures sont dans le plâtre ou vont jusqu'au ciment. Si c'est dans le ciment, la structure est touchée et doit être renforcée. Au bout d'une heure d'inspection sur les 3 étages, le bâtiment est déclaré apte à ouvrir. La ville moderne de Katmandou a étonnamment bien résisté au séisme. Seulement 180 structures se sont effondrées, causant la mort d'environ 1000 personnes. L'architecte Prajval Ada a même du mal à y croire. Nous estimions qu'un séisme comme celui-ci mettrait en danger jusqu'à 100 000 personnes. Nous devons vraiment étudier comment ces bâtiments ont tenu. À Katmandou, Sébastien Farcy, RFI pour France Info. Et 8 jours après ce séisme, figurez-vous que 9 Français rescapés de la montagne sont arrivés samedi par hélicoptère à Katmandou. Écoutez justement l'un d'entre eux, Philippe Reltien, il a cru mourir. On a cru mourir. Les survivre en tout cas, ça c'est certain. 4 Tarnais, guidés par Patrick Durbiano, reviennent du Mont Ganesh. Dans la vallée du Manaslu, les villageois les ont hébergés une semaine et ont construit pour eux une piste d'hélicoptère. Agnès Callas de Mazamet. Un spectacle abominable, les arbres qui tombaient, les rochers, des blocs de pierre. Ils se percutaient les uns les autres, ils explosaient en vol. Ça devenait du sable et sous de grands bruits. Vraiment, le bruit est impressionnant. J'ai essayé de surveiller Monique parce que je l'entendais. Patrick qui voulait la secourir, mais je lui disais reste là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur la tête. Monique, la miraculée de l'expérience
l'expédition. J'ai vu 2 rochers dévalés, j'étais entre, il y en a un qui m'a frôlé, qui m'a déséquilibré. Je suis tombée dans le ravin, heureusement il y avait de la végétation qui m'a retenue. Et ça a duré à peu près une dizaine de minutes, le tremblement de terre. Et j'avais très très peur que d'autres pierres descendent et m'écrasent, quoi. Jean-Pierre Clément, 72 ans, le doyen, a retenu de sa première sortie au Népal la détresse des villageois. Les populations qui sont là sont isolées du monde maintenant pour au moins 6 mois. En dessous de nous, il n'y avait plus de trail, il n'y avait plus de montagne. La montagne a été enlevée. Beaucoup de villages au-dessus, plus les villages où on était, ils vont être ravitaillés par les corbeaux. Il n'y a absolument rien. Hier, 9 Français sont revenus, aujourd'hui 15. Il en reste un peu plus de 80 à localiser. À Katmandou. Voilà donc, et un rescapé de 101 ans a été retrouvé vivant sous les décombres du séisme. Voilà ce qu'a annoncé la police népalaise ce dimanche. Le vieil homme a été retrouvé hier et a été hospitalisé, l'homme qui est toujours en vie. La rupture semble bien définitive entre Marine Le Pen et son père, et les événements du 1er mai dernier l'ont confirmé. En tout cas, ont confirmé la décision de la patronne du Front National d'exclure définitivement son père du parti. Les précisions avec Kelly Lafin. Dans ce studio de radio ce matin, Marine Le Pen ne mâche pas ses mots en parlant de son père. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National ? Et votre réponse est ? Moi, ma réponse est non. Les derniers actes qui ont été les siens sont, à mon avis, inadmissibles. Je les ressens comme une malveillance, et à l'égard du Front National et à mon égard. Vendredi, lors du défilé FN du 1er mai, Jean-Marie Le Pen s'invite sur scène. Il salue la foule, se fait acclamer, sous les yeux de sa fille à la fois médusée et mal à l'aise. Depuis un mois, Marine et Jean-Marie Le Pen sont brouillés, après notamment les propos réitérés de l'ex-leader du parti sur les chambres à gaz, qu'il qualifie de détail de l'histoire. Pour la présidente du FN, il s'agit de provocation. J'ai le sentiment qu'il ne supporte pas que le Front National continue à exister alors qu'il n'en a plus la direction. Joint par téléphone, Jean-Marie Le Pen ne souhaite pas s'exprimer avant l'échéance de demain. Le Front National réunit un bureau exécutif pour décider ou non d'éventuelles sanctions contre lui. Selon ses proches, interrogés récemment, il serait prêt à accepter un statut particulier. Il faut trouver une formule qui combine sa liberté d'expression avec le fait qu'il n'engage pas nécessairement le Front National. Je suis assez d'accord avec ça. Et lui aussi. Je crois que lui, il y est prêt. Demain, Marine Le Pen pourrait demander qu'on retire à son père le titre de président d'honneur du Front National. Toutefois, une exclusion du parti semble peu probable. Kelly Lafin, on part tout de suite en Angleterre pour une information un peu plus légère. Kate a donc enfin dormi une bonne nuit aux côtés de sa nouvelle princesse, 3,7 kg au palais de Kensington. William est en congé paternité jusqu'au 1er juin et pour changer les couches et donner le biberon à la royale princesse comme il l'avait fait à George. Kate et William ne prendront pas de deuxième nounou, cela dit, pour seconder Maria Teresa Toulion-Borrallo. Tout juste feront-ils appel à Carole Middleton, la mère de Kate, pas toujours en odeur de sainteté, à Buckingham Palace. Et puis, on ne sait pas encore si Lupo, le petit croqueur noir de Kate, sera du voyage à Anmer, la maison de campagne sécurisée de Kate et William, à Sandringham dans le Norfolk. C'est la nouvelle adresse de la très jeune princesse. Quel sera son prénom ? C'est Charlotte qui tient la corde devant Victoria, Elisabeth ou encore Alice, mais ça on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission de ce choix des prénoms. Mais tout de suite voyons justement ce que la naissance de cette petite princesse change au sein de la famille royale, et c'est avec Anne-Claire Muet. C'est une fille. Le prince William et sa femme Kate ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant samedi 2 mai à Londres. Elisabeth II est le personnage central de la monarchie britannique depuis plus de 60 ans. Chef de l'État du Royaume-Uni et de 15 pays du Commonwealth, elle a épousé le prince Philippe, duc d'Édimbourg, en 1947. Le couple a 4 enfants, 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Leur fils aîné, Charles, prince de Galles, est l'héritier de la couronne. Il a épousé Camilla, duchesse de Cornouailles, en 2005, près de 9 ans après avoir divorcé de Lady Diana, la défunte princesse de Galles. Charles et Diana ont eu 2 enfants, les princes William et Harry. Le prince William, duc de Cambridge, a épousé en 2011 sa petite amie rencontrée à l'université, Catherine Middleton, devenue duchesse de Cambridge.
En juillet 2013, ils ont eu un premier enfant, George, qui porte le titre de prince de Cambridge. Dans l'ordre de succession au trône, leur deuxième, la princesse de Cambridge, est héritière de la couronne après les princes Charles, William et George. Anne-Claire Muet avec la toute petite et très douce musique. À 19h09, 3700 migrants sauvés en une seule journée dans des opérations coordonnées par des gardes-côtes italiens. C'est l'un des bilans les plus élevés de ces dernières années, juste derrière les 3791 secourus le 12 avril dernier. Céline Bruel. À bord du commandant Biro, les migrants sont pris en charge par des équipes médicales. Au total, 217 naufragés récupérés en pleine mer alors qu'ils dérivaient sur 3 embarcations de fortune. La plupart sont en bonne santé, mais 2 blessés doivent être rapidement pris en charge. Ces personnes ont été prises en charge par l'équipage de la Marine nationale. 2 d'entre elles ont dû être examinées par un médecin et puis être prises en charge par les infirmiers du bateau de la marine. De l'eau et des vivres sont également fournis aux migrants. Cette mission est la première du commandant Biro dans le cadre de Triton, le dispositif de surveillance européen des mers, un programme mis en place pour faire face à l'afflux de migrants. Le bateau de la marine est engagé simplement depuis quelques jours dans cette opération Triton et qu'à bord du bâtiment de la Marine nationale, on a du personnel formé et entraîné pour l'accueil, le recueil de naufragés en détresse en mer. La marine italienne a également mené des opérations de sauvetage hier. Au total, près de 3700 migrants ont été secourus samedi en Méditerranée. Les précisions de Céline Bruel. Le Yémen et Human Rights assurent disposer de photos, d'une vidéo et d'autres éléments crédibles qui prouvent que la coalition a utilisé de munitions à fragmentation et que celles-ci lui ont été fournies par les États-Unis. Ces sous-munitions sont interdites par un traité international datant de 2008. L'opération menée par l'Arabie Saoudite et soutenue par Washington a pour but, je vous le rappelle, de faire reculer les rebelles houthis soutenus par l'Iran chiite et d'y rétablir le gouvernement légitime. Le nombre de victimes civiles ne cesse d'augmenter ces dernières semaines, à tel point que la situation humanitaire a été qualifiée de catastrophique par l'ONU. Radio One, le Sunday Times. Et à 19h12, on parle à présent d'Ilan Hamili, la plaque en verre en mémoire du jeune juif français torturé puis tué par le gang des barbares en 2006 à Bagneux dans les Hauts-de-Seine a été retrouvé brisé ce week-end. Il pourrait s'agir d'un acte de vandalisme. Le 14 janvier 1991, Anaïs, une petite fille de 10 ans, disparaissait à la sortie de son école à Mulhouse. Son corps est retrouvé par un randonneur 3 mois plus tard à l'écart d'une route des Vosges et on l'a appris aujourd'hui, le procureur a décidé de rouvrir une information judiciaire. La danseuse russe Maya Plitsenka s'est éteinte samedi d'une crise cardiaque à l'âge de 89 ans. Le monde de la culture salue une immense ballerine qui aura dansé près de 50 ans sur la prestigieuse scène du Bolchoï. Et puis enfin, le journaliste, animateur de radio et DJ Rémi Kolpa est décédé dimanche matin à Brest. Il avait 66 ans et il a été l'un des premiers à lancer la vague de ce qui allait devenir la world music. Vous écoutez Radio One, il est 19h13. Et on passe sans plus attendre à l'actualité sportive, à commencer par le combat du siècle en boxe. C'est au point et à l'unanimité que les trois juges ont validé donc la victoire de l'Américain Floyd Mayweather qui s'est donc imposé face aux Philippins ce samedi à Las Vegas. Une victoire qui lui permet d'empocher une prime minimum de 120 millions de dollars. Et écoutez l'analyse de Loïc Playa. Pour lui, l'Américain l'a emporté grâce à sa science de la défense. Le combat du siècle s'est finalement déroulé comme attendu. Une fois encore, Floyd Mayweather l'a emporté par décision unanime grâce à sa science de la défense. Les 16 000 spectateurs de la MGM Arena, dont Beyoncé, Clint Eastwood ou encore Michael Jordan, ont pourtant vu l'Américain se faire sérieusement secouer par Manny Pacquiao. Au 4e round, le Philippin l'a atteint d'un gauche violent, le poussant dans les cordes et enchaînant les coups. Mayweather a secoué la tête comme s'il n'était pas atteint, mais il a perdu le round avant de revenir en force à la reprise suivante. Même schéma au 6e round.
Mené au point, Pacquiao n'avait plus que le KO pour espérer l'emporter. Mayweather a gardé le contrôle du combat, se permettant même de le chambrer au 11e, sûr de sa 48e victoire en 48 combats. Mais le duel a été suffisamment serré pour justifier une revanche peut-être encore plus lucrative que ce combat du siècle. Voilà donc Loïc Piala depuis Las Vegas. Le football et la Ligue 1, l'Olympique lyonnais s'est logiquement imposé face à Évian sans forcer ni trembler hier soir. L'OL prend donc provisoirement la tête du championnat en attendant la réponse du PSG qui jouera ce soir à 21h face à Évian. Dans les autres résultats de cette 35e journée, Lille a effacé l'humiliation subie face au PSG 6-1 la semaine dernière en remportant le derby face à Lens 3-1, officiellement relégué en Ligue 2 depuis samedi. Menés au score, les Dogs ont su renverser la situation et se replacent en 8e position au classement à 3 points de la 6e place qui pourrait être qualificative pour la Ligue Europa en fin de saison. Dans les autres résultats, la victoire de Marseille a été remarquée vendredi soir face à Metz 2-0, match nul entre Lorient et Bordeaux ainsi que entre Nice et Caen et Montpellier et Rennes. Bastia s'est imposé face à Saint-Etienne, Guingamp face à Reims 2-0. Enfin cet après-midi, Monaco s'est largement imposé face à Toulouse 4-1 au stade Louis II qui permet donc à Monaco de gagner 5 points d'avance sur les Marseillais et de conforter sa place de 3e position au classement. Dans le bas de tableau, on retrouve donc Lens condamné à la Ligue 2 pour l'année prochaine, 20e avec 26 points. Metz est 19e, Évian Thonon Gaillard est pour l'instant 18e. Le championnat d'Angleterre et Chelsea est champion d'Angleterre grâce à un petit but d'Eden Hazard qui a suffi à faire le bonheur des Blues dimanche face à Crystal Palace. En effet, l'équipe de José Mourinho s'est imposée 1-0 et sont donc sacrés champions d'Angleterre pour la 5e fois de leur histoire. Pour l'entraîneur José Mourinho, critiqué ces dernières semaines, c'est une 3e couronne nationale glanée en Premier League. L'autre match de cette 35e journée, c'est Manchester City qui s'est imposé face à Tottenham, 1-0. Le reste de l'actualité sportive, c'est également Richard Gasquet qui, pour son premier tournoi depuis près de 2 mois, ne s'est pas loupé. Le Français a battu Nick Kyrgios en finale 6-3, 6-2 et s'adjuge son 12e titre, le 2e de l'année après Montpellier. Et puis Toulon, doublant tenant du titre, s'est imposé face à Clermont en finale de la Coupe d'Europe de rugby 24-18 ce samedi à Twickenham. Le RCT remporte son 3e titre d'affilée dans cette compétition du jamais vu. Le compte-rendu du match avec Vincent Pellegrini en direct de Twickenham. Les finales ne tiennent pas toujours leurs promesses, mais là vraiment elle a répondu aux attentes. Un match d'une grande intensité, beaucoup de suspense, des essais magnifiques. Les Clermontois menaient 11-3 au milieu de la première période et puis les Toulonnais sont repassés devant grâce à un essai de Bastaro juste avant la pause. Et puis en deuxième mi-temps, on pensait que les Toulonnais avaient match gagné. Ils le menaient 19-11 et puis Aben Danone a marqué un essai de nouveau pour les Clermontois qui ramenaient les Auvergnats à 1 point. Et puis c'est Drew Mitchell, l'ailier australien de Toulon, qui sur un exploit personnel a inscrit l'essai de la gagne. Mais c'est vrai, Guillaume Seberi, vous êtes le consultant rugby de France Info, qu'on a assisté à une très grande finale, peut-être une des plus belles de l'histoire de la Coupe d'Europe. Ah oui, beaucoup d'intensité. Hein. On s'attendait avec ces deux équipes-là à un gros engagement physique. On l'a eu. C'est même, je dirais, les Toulonnais qui ont gagné sur ce secteur-là. C'est même ce secteur-là qui leur a permis, quand ils étaient menés, de revenir au score. Ils ont fait mal. Ils ont fait mal aux Clermontois. Les Clermontois ont joué avec leur qualité. Hein. On les connaît. La multiplication des temps de jeu, beaucoup de passes. Voilà, ils ont tenté beaucoup de choses avec plus ou moins de réussite. Bon, après, les bases ont gagné encore aujourd'hui, la défense, l'engagement physique, la conquête, les points forts de ces Toulonnais et puis leur star, avec cet essai fabuleux de Drew Mitchell qui efface 6 adversaires clermontois. Bon, à ce niveau, c'est voilà, Toulon le mérite, Toulon est champion. Clermont n'a pas démérité, mais c'est une finale de plus de perdu malheureusement pour les Clermontois. Et c'est une victoire historique, hein, Bernard, pour Toulon, puisque jamais une équipe n'avait remporté 3 fois consécutivement la Coupe d'Europe. L'an dernier, les Toulonnais avaient réussi le doublé Coupe d'Europe, championnat qu'on pensait impossible à réaliser. Et bien cette année, ils sont encore en lice pour réussir de nouveau, éventuellement, un doublé Coupe d'Europe.
et championnat de France. Vincent Pellegrini après le match remporté par les Toulonnais hier soir. Un mot de handball pour vous informer que l'équipe de France s'est qualifiée pour l'Euro 2016 après sa victoire contre la Macédoine à Toulouse 35-24 et après 4 victoires en 4 matchs de qualification, les Bleus sont assurés de finir à une des 2 premières places de leur groupe. En cyclisme, il y avait le Tour de Romandie ce week-end et le Russe Zakharine, leader depuis la veille, a remporté le Tour de Romandie à l'issue du contre-la-montre final à Lausanne, remporté par l'Allemand Tony Martin. Et puis Jorge Lorenzo en MotoGP en Espagne s'est imposé au Grand Prix d'Espagne devant Marc Marquez et Valentino Rossi qui conforte son leadership au championnat. Ça promet donc pour la suite. La MotoGP, on en reparlera demain soir à l'occasion de Roue Libre avec Michael Duforest. Vos autres rendez-vous sport, ce sera tout à l'heure à 20h, juste après le Sunday Time avec Philippe, où nous reviendrons sur le résultat de cette finale de Champions Cup avec la victoire de Toulon notamment. On parlera également de Pro D2, mais ça ce sera à la fin de cette émission, 19h20. Radio One, le Sunday Time. Et à 19h20, on rejoint Bastien Monbé. Bonsoir Bastien. Bonsoir Martin. Martin, ouais, j'ai eu du mal. On va revenir sur les violences depuis une bonne semaine à présent à Baltimore après la mort du jeune Freddie Gray tué par des policiers, hein, c'est bien cela. Ouais, c'est cela. Après l'affaire Ferguson en août dernier, la mort d'un autre Afro-Américain de 18 ans, un peu moins âgé, Michael Brown, par un policier, Darren Wilson. C'est une nouvelle affaire, comme tu l'as dit, qui agite l'Amérique. À Baltimore, un peu plus à l'est des États-Unis, le 19 avril dernier, un jeune Afro-Américain de 25 ans, donc Freddie Gray, est interpellé pour possession d'un couteau. Le jeune homme restera près d'une semaine dans le coma avant de mourir. Et beaucoup de personnes, dont les membres de sa famille, estiment qu'il aurait été battu à mort durant le transport en fourgon en direction du commissariat. Le Monde notamment a également noté que la ceinture de sécurité n'était pas attachée pour l'interpeller Freddie Gray durant le trajet. Et c'est pourquoi sa famille estime qu'il aurait été donc battu à mort. Depuis ses funérailles, plusieurs émeutes ont éclaté dans la ville qui ont donné lieu tout de même à 200 arrestations et 15 policiers blessés. Un couvre-feu a été mis en place, une série d'incendies dans la partie ouest de la ville a éclaté et des cadavres de voitures calcinées jonchaient les rues. Ajoutez à cela, les sirènes de pompiers ont dénombré pas moins de 5000 policiers et 1500 soldats pour patrouiller la ville. Depuis plusieurs temps, on pouvait constater sur les réseaux sociaux, notamment les vidéos de policiers tuant des hommes noirs jonchant donc ces réseaux sociaux. Il y avait notamment celle de Walter Scott ou encore récemment celle d'Eric Garner qui avait touché beaucoup de personnes puisque ça avait été filmé et on pouvait entendre ces dernières paroles qui étaient I can breathe, je ne peux plus respirer. Et cette affaire Ferguson, c'est vraiment cette dernière qui a mis le feu aux poudres. Pourtant, les habitants de Baltimore estiment que ces violences et les destructions commises dans leur ville ne sont pas imprégnées du même esprit que les manifestations pour la mort de Michael Brown à Ferguson. Alors, pour parler un peu de la victime, Freddie Gray était président d'une association qui gérait un peu le quartier de Baltimore de Fulton High-Test. Il nettoyait les rues notamment ou encore donnait à manger dans une cantine solidaire. Alors sa mort a donné lieu, comme on l'a dit, à des manifestations qui dénoncent notamment le racisme systémique des agents de police, leur surarmement et leur rapide recours à la force également dénoncé. Un autre motif qui est dénoncé, c'est les inégalités sociales criantes et le manque de perspectives d'avenir qui touchent les jeunes de Baltimore ou des autres quartiers laissés à l'abandon. On a également les inégalités face à la police et les habitants veulent que l'administration change, ce qui a été un peu le cas depuis lundi dernier, puisqu'une nouvelle avocate générale des États-Unis, Loretta Lynch, est entrée en fonction, une dame qu'on connaît également pour une ancienne affaire où un Haïtien avait subi des violences policières et elle a notamment condamné ces violences dès sa prise de poste.
Le président Barack Obama a lui aussi profité de la réception du Premier ministre japonais Shinzo Abe pour toucher un mot de ces violences. Alors, se gardant tout de même de mettre en avant son histoire personnelle dans ses prises de position concernant les violences policières envers les Noirs, le président a notamment exprimé son soutien aux familles et a qualifié tous ces incidents comme faisant partie d'une longue crise larvée en prenant en compte les événements de Ferguson également. Alors, Baltimore étant à seulement 2 heures de Washington, c'est une nouvelle situation délicate à gérer pour le président des États-Unis. Il a également dit qu'un examen de conscience des quartiers laissés à l'abandon serait effectué dans le pays entier. Alors, pour certaines personnes, l'intervention tardive du maire de la ville de Baltimore, la laissez-prise de certains quartiers par les jeunes est aussi critiquée. Alors, un habitant, Jérôme Duke, qui était donc, comme je l'ai dit, un habitant dont la chaise roulante de son petit-fils a été incendiée lors des émeutes, estime que les individus qui ont mis le feu profitent également des événements sans vouloir vraiment demander justice pour la mort de Freddie Gray. Désormais, les habitants sont un peu plus passés dans la phase où ils nettoient la ville pour se débarrasser des débris. Aujourd'hui même, en ce dimanche, la maire de la ville, Stephanie Rawlings Blake, a annoncé la levée du couvre-feu, espérant donc la levée du couvre-feu, comme je l'ai dit, avec pour but notamment que l'ocre des flammes et la violence ne refassent pas son apparition à Baltimore. Et oui, et quand tout cela sera définitivement terminé, c'est une question à laquelle on ne peut que difficilement répondre, hein, Bastien. Ah oui, là c'est sûr, on a l'impression que vraiment ces événements s'enchaînent et on n'est pas à l'abri effectivement qu'il y ait encore des événements comme Baltimore, même si on l'espère pas. Et on a eu Ferguson également l'été dernier. Merci beaucoup Bastien Mombé pour toutes ces précisions autour de Baltimore. Et dans un instant, on parle de la télévision sur Internet en streaming qui gagne du terrain grâce aux États-Unis. À bientôt Bastien. Pas de souci, à plus Martin. Radio One, le Sunday Time. 19h26 et malgré sa popularité croissante, la vidéo en streaming sur internet ne pousse pas forcément les Américains à couper le cordon avec la télévision traditionnelle, du moins pas encore, puisque plus de la moitié des Américains regardent désormais des films ou des programmes télévisés en streaming, selon une étude récente du cabinet Deloitte. Alors ils regardent Netflix, leader du marché aux États-Unis avec plus de 40 millions d'abonnés, mais aussi d'autres services de vidéo en ligne comme ceux d'Amazon ou Hulu. Même certaines chaînes traditionnelles se mettent à offrir des abonnements uniquement en ligne, comme récemment la productrice de Game of Thrones, HBO. Des programmes en direct longtemps absents des offres en ligne commencent également à apparaître, offerts par Sony et peut-être bientôt Apple. Sling par exemple a du sport et de l'information en direct avec ESPN ou CNN, mais avec un prix et un nombre de chaînes moins élevés que les méga bouquets intégrant des dizaines voire des centaines de chaînes avec lesquelles les Américains s'abonnent traditionnellement à la télévision par câble ou satellite. Nous arrivons à un point d'inflexion et les conditions sont réunies pour que le streaming accélère si les acteurs peuvent mettre sur pied la bonne offre, estime Jim Nail, un analyste du cabinet de recherche de Forrester. Nous attendons tous de voir ce que Apple fait, ajoute-t-il. Mais pour l'heure, les plus grands acteurs de la télévision payante aux États-Unis ont perdu seulement 0,2% de leurs abonnés sur les 2 dernières années, selon une étude de Leitchman. Justement, pour Bruce Leitchman, président de l'étude Leitchman Research Group, c'est surtout la manière dont on regarde la télévision qui change. Le temps passé à regarder Netflix et d'autres services en ligne se retire de celui passé devant la télévision traditionnelle, souligne-t-il. À la longue, cela pèse également sur les audiences des chaînes traditionnelles et partant sur leurs recettes publicitaires. Ce taux baisse également avec l'âge puisque une autre étude menée par Forrester estime que 38% des 18-32 ans ne regardent pas assez la télévision classique pour justifier le prix de l'abonnement au méga forfait câblé actuel. Dans 10 ou 20 ans, on regardera la vaste majorité des programmes en différé ou à la demande, assurent même certains analystes. Les
consommateurs ne veulent plus être soumis à la tyrannie des programmes télévisés. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur cet avenir de la télévision très incertain, plus qu'on le sait aujourd'hui. Donc les 18-35 ans privilégient l'internet, le streaming, le replay et tout un tas d'autres services de ce genre. 19h29, vous êtes à l'écoute de Radio One. Radio One, le Sunday Time. Radio One, jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. L'essentiel de l'actualité à 19h30 et tout d'abord le petit Marcus, encore correspondant en tout point au signalement du garçonnet de 2 ans disparu le 24 avril a été retrouvé dans l'Oise. La plaque installée à Bagneux en mémoire d'Ilan Halimi, torturé à mort parce que juif en 2006 par le gang des barbares, a été vandalisée. Vive réaction, vous vous en doutez, dans la classe politique. Au Népal, une semaine après le tremblement de terre, l'espoir de retrouver des rescapés du séisme s'amenuise, même si des miracles se produisent. 6 Français sont probablement morts dans la région du parc de Langtang. Le nouveau risque, ce sont des épidémies. Au Front National, Marine Le Pen juge que son père ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Invitée d'Europe 1, la présidente du Front National a encore pris ses distances avec son père Jean-Marie Le Pen. En foot, l'Olympique lyonnais s'est logiquement imposé face à Évian sans forcer ni trembler. Lyon qui reprend donc provisoirement la tête du championnat en attendant la réponse du PSG qui jouera dimanche soir face à Nantes. Et puis enfin, Toulon, double tenant du titre, s'est imposé face à Clermont en finale de la Coupe d'Europe de rugby 24-18 samedi à Twickenham. Le RCT qui remporte son 3e titre d'affilée dans cette compétition du jamais vu. On reviendra sur cette victoire toulonnaise dans une demi-heure à 20h dans Rugby Time avec Philippe. Et à 19h31, vous restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de Lina et Agnès Sahal qui quittent la présidence. Nous parlerons ensuite de Norbert Zongo, un journaliste assassiné dans le cadre d'une enquête sur le pouvoir burkinabé. Mais avant cela, nous accueillons Grégoire de Bourse du Futur. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir. On va donc décrypter avec vous, comme chaque dimanche soir, toute l'actualité boursière de la semaine. C'est à vous. Exactement. Alors, cette semaine, le groupe Carlyle, le groupe de gestion d'actifs de Washington, a publié ses résultats du premier trimestre. Alors, le bénéfice par action ressort à $0,80 et les revenus sont en baisse de 1%, à tout de même 885 millions de dollars. Walmart prévoit d'ouvrir 115 nouveaux magasins en Chine d'ici 2017. Le géant américain de la grande distribution il y a déjà 400 magasins et ces 115 nouveaux pourraient créer 30 000 emplois en Chine. Par ailleurs, Total continue de résister sous les 50 € ce mercredi après avoir dévoilé ses comptes trimestriels. Le titre Twitter du réseau social a plongé de 20% mardi soir à Wall Street à $42,27 en clôture, alors que les résultats du premier trimestre ont été dévoilés par la plateforme financière Celerity avant la clôture des marchés américains. Le président de la Bundesbank, Jens Willmann, a par ailleurs estimé que la situation en Grèce restait précaire et a laissé entendre que la zone euro était mieux préparée que lors des années précédentes à une éventuelle sortie d'Athènes de l'Union monétaire. Le lingot d'or est à 34 850 € et le baril de pétrole est à $59,54. Elion a signé un accord avec Corporation Empresarial NSA en vue de conclure l'acquisition de la filiale espagnole Areas. Alors, le CAC 40 a fini en hausse de plus 0,14% à 5046,49 points
et le Dow Jones a fini en baisse de moins 1,08% à 17 840,52 points. Alors mes valeurs sur lesquelles investir potentiellement pour ce mois-ci sont les actions françaises Mersenne, Seb, Havas et Parrot. Voilà. Merci beaucoup Grégoire pour toutes ces précisions autour de l'actualité boursière. Bonne semaine à vous et à dimanche prochain bien évidemment. À dimanche prochain, merci. À 19h34. Radio One, le Sunday Time. 19h35, c'est Karl qui nous a rejoint. Bonsoir Karl. Bonsoir à tous. Aujourd'hui on va parler d'Agnès Saal, l'ancienne présidente de l'INA, a démissionné mardi soir à la demande de Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, à la suite d'un scandale des 40 000 € de factures de taxi. Alors Karl, qui est Agnès Saal? Alors Agnès Saal, c'est une haute fonctionnaire française qui est née à Tunis le 8 décembre 1957. Elle est fille d'un père commerçant textile du souk et d'une mère issue d'une famille de banquiers et de financiers originaires d'Italie, tous deux de famille juive. Installés en Italie depuis des générations avant la colonisation française. Après la guerre des 6 jours en 1967, ses parents inquiets préfèrent partir, ils avaient le choix entre partir en Israël et partir pour la France, mais ils ont préféré aller en France. En France, elle fait de bonnes études, lycée Molière, Sciences Po, ENA, promotion Solidarité 1983. Elle rentre tout de suite au ministère de la Culture et devient chef du bureau de l'art lyrique à la direction de la musique, puis secrétaire général de la direction du développement culturel, et enfin chargé de mission auprès du service du personnel et des affaires sociales de la direction de l'administration générale. Donc une bonne élève, quelqu'un qui travaillait très très bien et qui était apprécié au ministère de la Culture. En 1990, elle effectue sa mobilité au Conseil d'État. Elle est nommée directrice administrative et financière du Centre national de la cinématographie entre 1990 et 1997. Elle travaille ensuite au cabinet de plusieurs ministres de la Culture successifs, du gouvernement Lionel Jospin, Catherine Trottmann comme conseillère budgétaire, puis directrice adjointe du cabinet. Et elle travaille aussi à cette même fonction avec Catherine Tasca de 2000 à 2001. De février 2001 à août 2007, elle est directrice générale de la Bibliothèque nationale de France, sous les présidents successifs de Jean-Pierre Angrény, Jean-Noël Jeannet et Bruno Racine. Puis de 2007 à 2014, elle est directrice générale du Centre Pompidou. C'est bien évidemment une militante socialiste, vous l'aurez deviné, à cause de toutes ses implications dans les gouvernements. Elle est spécialement proche d'Aurélie Filippetti, notamment au cours de la campagne de l'élection présidentielle de 2012. Suite à ses petits services, elle espérait obtenir le poste de directrice de cabinet, mais elle ne l'obtient pas, elle est barrée par Laurence Engel. Elle est quand même nommée... Qu'est-ce qu'elle est nommée déjà? Elle est quand même nommée... présidente de la commission d'aide sélective à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. En avril 2014, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, bien sûr, annonce sa nomination au poste de présidente de l'Institut national de l'audiovisuel, INA. Et oui, c'est le début de la gloire et le début de ses valeurs. Elle est nommée par décret le 30 avril et elle succède le 12 mai à Mathieu Gay, qui devient président de Radio France. Vous savez, l'homme au bureau refait pour 104 000 €
et aux conseillers à 90 000 € par an. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, oui. Mais, il a été mis hors de cause par l'inspection générale des finances, néanmoins. L'instance ayant jugé que ces dépenses ne présentaient pas de caractère abusif. Donc, Agnès Salle, quand elle rentre en fonction, fait un discours, les fameux discours d'entrée en fonction, dans lequel elle s'engage à une gestion janséniste. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une gestion janséniste, mon cher Arthur ? Mon cher Martin ? Oui. Non, enfin, on va l'expliquer aux auditeurs. Ça veut dire une gestion extrêmement serrée, une gestion très 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 serrée, une gestion, on va dire, au franc près, au plus juste et surtout sans aucune dépense superficielle. Oui. Très intéressant. Oui, surtout quand on a vu... Le 28 avril 2015, elle présente sa démission sur demande de la ministre après des révélations sur des factures, l'utilisation abusive de taxis et des factures de taxis très élevées. Voilà, on a bien décrit Agnès Salle maintenant. Donc Agnès Salle, Karl vient de vous le dire, elle est arrivée à l'INA. Qu'est-ce que l'INA ? Alors l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. C'est un établissement public qui a été créé suite à la loi sur l'audiovisuel de 1974. Il a été créé dans l'article 3. Il a été mis en place le 6 janvier 1975. Il est chargé tout simplement d'archiver les productions audiovisuelles depuis 1945 de la télé et de la radio. C'est-à-dire que tous les journaux télévisés sont archivés. Toutes les émissions cultes, apostrophes, droit de réponse, les enfants du rock, les séries TV, les 5 dernières minutes, Arsène Lupin et d'autres sont archivés. Et également, l'INA aide à produire, à éditer, à céder des contenus audiovisuels et multimédia à tous les publics, privés, enfin professionnels ou particuliers, pour tous les écrans. Au théâtre ce soir, par exemple. L'INA est également un centre de formation et de recherche. Il cherche à développer et transmettre les savoirs dans les domaines de l'audiovisuel, des médias et du numérique. Cet établissement public a un budget annuel de 90 millions d'euros. C'est pas rien. Non, c'est clair. Et alors donc, quels sont les détails de cette affaire entre Agnès Salle et finalement l'INA ? Alors, le 22 avril dernier, la veille d'un conseil d'administration, un dossier détaillé de 68 pages est transmis anonymement aux administrateurs de l'INA. Anonymement. Alors, dans ce dossier dévoile que la présidente, Agnès Salle, a des frais de taxi pour un montant de 40 915 €. Énorme. Depuis sa prise en fonction 10 mois avant. Et tout ça aux frais du contribuable, bien entendu. Alors même que son poste lui donne droit, pour ses déplacements, à un chauffeur de fonction. Cela peut constituer un abus de biens sociaux. C'est un délit très grave, spécialement dans l'administration. Alors, sûre de son bon droit, Agnès Salle se justifie. Le lendemain, devant le conseil d'administration, elle dit qu'en tant que PDG de l'INA, elle a une voiture de service avec chauffeur à disposition, mais comme elle ne veut pas le faire travailler entre 12 à 15 heures par jour, ni les week-ends, elle a également un abonnement au taxi du G7, car elle n'a pas le permis de conduire. Et ça non, peut arriver. C'est dommage. Ce dispositif était déjà en place avant son arrivée et elle n'a fait que le reprendre. Pas de souci. Certes, mais fallait-il en abuser ? Une source interne à l'INA s'étonne de cette décision. La plupart des chauffeurs utilisés, et cette source nous dit que la plupart des chauffeurs utilisés dans ce genre d'institution le sont en général sans compter le nombre d'heures, bien sûr. Plus grave, la présidente de l'INA révèle qu'elle même avait donné son code taxi à son fils, qui aurait, selon elle, dépensé 6 700 €. Une maladresse, confesse-t-elle. Les médias, Le Figaro en tête, reçoivent eux aussi le dossier anonyme et se font une joie de rendre l'affaire publique.
Fleur Pellerin, ministre de la Culture, intervient immédiatement et rappelle le lundi, c'est le lundi que sur le site du Figaro et d'autres journaux, Le Monde, etc., Mediapart, cette affaire a été dévoilée. Donc elle révèle le lundi 27 avril son attachement très ferme à l'exemplarité des dirigeants des organismes publics placés sous sa tutelle. Concernant les frais de déplacement privé de la présidente de l'INA, la ministre de la Culture a immédiatement demandé le remboursement intégral qui est en cours, précise le ministère. Fleur Pellerin a par ailleurs demandé au contrôle général économique et financier, CGEFI, son analyse et ses recommandations pour les suites qu'il convenait éventuellement de donner à cette affaire, ajoute le ministère. On ne sait toujours rien des suites qui seront données à cette affaire. Dans le même temps, Le Point révèle qu'Agnès Salle a lancé une enquête interne pour trouver le corbeau qu'il a dénoncé. Ça serait pas un peu gonflé, ça, mon cher Martin ? Un petit peu. C'est l'ensemble de l'affaire. La présidente de l'INA et Fleur Pellerin se rencontrent au ministère de la Culture, rue de Valois, mardi après-midi 28 avril. À l'issue de cet entretien, le ministère annonce qu'Agnès Salle présente sa démission à la demande de la ministre de la Culture, une démission qui pourrait être faite immédiatement. Et alors, si on résume l'ensemble de cette affaire, Karl, quel est votre avis général à tout cela ? Eh bien, qu'une apparatchik socialiste, membre des cabinets ministériels depuis le milieu des années 80, énarque, mais ça c'est pas de ça, se fait attraper, la main dans le pot de confiture, à détourner de l'argent public et à profiter de l'argent public alors qu'elle-même a indiqué qu'elle allait avoir une gestion extrêmement rigoriste de cet argent public. Par les temps qui courent et par les temps de restrictions budgétaires, c'est un peu fort de café. On peut se poser des questions sur les pratiques de ces gens qui sont des pantouflards professionnels. Très bien, merci beaucoup Karl donc pour toutes ces précisions. C'est quand même une nouvelle fois une affaire assez dingue, hein. Oui, en tout cas une affaire très dérangeante pour le pouvoir socialiste. Et oui. Très bien. Merci donc Karl pour toutes ces précisions. 19h46, dans une trentaine de secondes on va retrouver Arthur Massot. Je crois qu'il est prêt pour sa chronique. On parlera notamment de Norbert Zongo, journaliste assassiné dans le cadre d'une enquête sur le pouvoir burkinabé. Et puis après on parlera d'une information un petit peu plus légère, le top 7 des prénoms pour la princesse de Cambridge, hein, n'est-ce pas Karl, né hier matin. Oui, mais il paraît que c'est déjà, il paraît que le papa et la maman ont déjà le prénom. Sûrement. Oui, ils ont commencé un peu à l'appeler par son nom. Merci beaucoup Karl et à mardi pour Tennis Talk. Oui, il y avait quelqu'un qui disait que en l'hommage de sa mère, le prince aurait choisi Mercedes. Ah, c'était une mauvaise blague, mais il la fallait. Merci beaucoup Karl. Et donc à mardi, vous restez avec nous 19h47. Radio One, le Sunday Time. 19h47. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Bonjour Martin, alors aujourd'hui le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, et ma chronique portera sur Norbert Zongo, un journaliste burkinabé tué dans l'exercice de son métier le 13 décembre 1998. La meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre
Dans sa chanson Journaliste en danger, dont vous venez d'entendre les premières notes, le chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy rend vibrant hommage à Norbert Zongo en détournant la célèbre comptine Au clair de la lune. Engagée comme toutes celles d'Alpha Blondy, cette chanson débute par une phrase symbolique que vous venez d'entendre. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ces 9 mots, ces 14 syllabes rendent bien compte du pouvoir de la majorité des dirigeants africains qui cumulent les mandats en dépit de la constitution établie de leur pays. Ces votes souvent truqués, la plupart du temps soutenus en coulisses par l'Europe et surtout la France, permettent à de véritables dictatures de se mettre en place. Il est rare qu'on entre au pouvoir par les urnes. La plupart du temps, c'est par un coup d'État. Coup d'État dont il est justement question à propos de Norbert Zongo. Nous reviendrons dans quelques instants sur ce journaliste, mais intéressons-nous d'abord à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est le président du Burkina Faso destitué à l'automne dernier suite à un soulèvement populaire burkinabé. Ce même Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir sur un coup d'État en tuant, même si c'est pas officiellement dit, son rival et prédécesseur Thomas Sankara. Sankara qui luttait pour l'indépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident afin de se développer. Il était unanimement apprécié au Burkina Faso, pays dont il avait changé le nom. Car, lors de son arrivée au pouvoir par un coup d'État, justement, le pays s'appelait alors la Haute-Volta. Sankara décida de changer le nom en Burkina Faso, comprenez homme intègre au pluriel selon les dialectes du pays. Donc Sankara aurait été assassiné par Blaise Compaoré avec le soutien de la France. Cette thèse n'est pas farfelue et après le départ de Compaoré du pouvoir, l'enquête sera réouverte. Une autre enquête sera réouverte, celle sur la mort de Norbert Zongo, l'autre épouvantail de la présidence de Compaoré. Ces deux fantômes étaient les deux boulets de Compaoré durant sa présidence. Les deux jugements ont donc été corrompus pour ne pas porter de tort à Compaoré. Justement, parlons enfin de Norbert Zongo. Tout d'abord, qui est-il? Né en 1949 à Koudougou, il devient tout d'abord enseignant en 1971 à 22 ans et obtient son baccalauréat en 1975. Très apprécié de ses collègues, il fait également l'unanimité auprès des élèves et de leurs parents. Il le considère comme un humaniste. Mais la passion première de Zongo est le journalisme. Et dès son entrée au collège, il crée un journal qu'il nomme La Voix du cours normal. Alors le cours normal, c'est à peu près l'équivalent du collège en France. Ce journal, il est écrit à la main sur des feuilles de cahiers d'école. Pour l'alimenter, il écoutait la BBC et d'autres radios étrangères dès 4h30 du matin et s'empressait d'écrire ses articles publiés avant 6h30 dans l'enceinte de l'établissement. La Voix du cours normal sera finalement interdite, cette publication étant accusée d'afficher une connotation politique. Une fois sa carrière d'enseignant terminée, en 1987, soit à 37 ans, il commence enfin une carrière de journaliste. Il commence par collaborer avec Sidwaya, puis avec le Carrefour africain, avant de fonder en 1993 l'Indépendant, en journal d'opposition à Blaise Compaoré, qui est alors au pouvoir. La devise du journal, je la cite, « L'Indépendant sera indépendant ou ne sera pas ». En clair, le jour où ce journal s'auto-censurera, il l'arrêtera de paraître. Alors très vite, ce journal prend de l'influence et devient le journal le plus diffusé du Burkina Faso. Dans un pays où on se prête souvent le journal après l'avoir lu, l'Indépendant est diffusé à 15 000 exemplaires, mais bien sûr lu par bien plus de personnes. En tirage qu'il garde toujours aujourd'hui. Fondateur, directeur de publication, mais également rédacteur en chef, Norbert Zongo signe ses articles sous le pseudonyme d'Henri Segbo. Norbert Zongo, par l'intermédiaire de ce quotidien, s'engage. L'Indépendant critique l'omniprésence de la corruption au sein du pouvoir et couvre largement la grève des étudiants de 1996-1997. Zongo aime répéter que, je cite, « Le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien ». Fin de la citation. Je te laisse réfléchir là-dessus, Martin. Compaoré, conscient de l'impact du journal sur la population, ne peut le censurer et le journal continue donc à réaliser ses enquêtes. Jusqu'au drame. Le 13 décembre 1998, alors qu'il vient de débuter une enquête sur la mort surprenante du chauffeur de François Compaoré, le frère du président, il est alors lâchement assassiné et sa voiture est retrouvée calcinée, lui, à l'intérieur. Le pays réagit alors. Des manifestations ont lieu dans tout le pays et même dans les pays voisins. Mais elles se concentrent principalement à Ouagadougou, la capitale, et à Koudougou.
la ville natale de Norbert Zongo. Le pouvoir réagit via l'aide de milices qui organisent les manifestations en s'y invitant avec des gourdins. La communauté internationale s'émeut, l'enquête officielle disculpe tout le monde. Bon, quelques années plus tard, une enquête indépendante révèle que cette mort est purement politique, tandis qu'en 2006, l'ONG Reporters sans frontières met en cause François Compaoré et Umaru Kanazoe, un homme d'affaires proche du pouvoir de Compaoré. Ces deux-là nient encore toute implication dans l'affaire, et le journal burkinabé L'Événement reprend cette enquête de Reporters sans frontières, et immédiatement, François Compaoré porte plainte pour diffamation, preuve de l'importance du pouvoir dont disposait Blaise Compaoré et ses proches. Le Burkina Faso a dû réagir et a modifié une partie de ses textes de loi afin de pouvoir exister sur la scène internationale. Et la communauté internationale a vite oublié cette affaire pour en réaliser d'autres, économiques cette fois, avec le pays d'Afrique de l'Ouest. Le 13 décembre 2014, les partisans de Norbert Zongo, 16 ans après sa mort, ont enfin pu commémorer dignement sa disparition sans être inquiétés par le pouvoir en place, celui-ci ayant été renversé. Le Burkina Faso n'a pas oublié sa mort, ni celle de Sankara. À la justice de faire son travail, on espère sans pression cette fois-ci. Toujours est-il que les artistes africains soutiennent Zongo. En 2008, un album nommé Zongo Affaires classées, pour l'interrogation, est paru. Parmi les interprètes, Alpha Blondy, que vous avez entendu au début de cette chronique, mais également ZS, Sams Kaleja et Tiken Jaffa Koli. Ce dernier, grand chanteur de reggae ivoirien, lui a dédié un titre, Martyr au pluriel. C'est sur ces quelques notes que se termine ma chronique. Arthur Massot, merci, 19h55. D'ailleurs, Martin. Oui. J'attends les quelques notes quand même. On va juste écouter Tiken Jaffa Koli, ainsi que je vais conclure. Ils ont oublié comment Sankara. Ils ont oublié Davio Ambourin. Ils ont oublié Norbert Zongo. Les martyrs. Et oui, et justement, je voulais conclure en disant que aujourd'hui, c'est la journée de la liberté de la presse dans le monde, et le Burkina Faso est curieusement bien noté. Il est 46e sur 180 pays au classement mondial 2015, avec un score de 23,79. Alors il faut prendre en compte le fait qu'il y ait très peu de censure, même s'il y a bien sûr des pressions en coulisses, et puis bien sûr il y a des vengeances, mais il y a très peu de censure, en tout cas officiellement. À noter également que sur ce classement qui est établi par Reporters sans frontières, donc pour l'année 2015, la France est 38e. Donc vous voyez, très proche du Burkina Faso. Merci beaucoup Arthur Massot. Tiens, revenons en Europe, quel serait votre nom préféré pour la nouvelle petite princesse de Cambridge? Ah, je n'ai pas pensé à la question, Martin, donc je vais te laisser du coup. Eh bien oui, s'appellera-t-elle Alexandra, Alice, Charlotte ou encore Elisabeth? On en parle dans quelques instants. Merci beaucoup Arthur Massot et à très bientôt dans le Sunday Time. À très bientôt Martin. Effectivement, imaginez un instant qu'il vous faille l'accord du président de la République et du Premier ministre pour choisir le prénom de votre enfant. C'est pourtant le cas pour la jeune princesse de Cambridge, déjà rentrée chez elle avec ses parents et son frère George hier. En effet, il faudra l'accord de la reine, à qui elle sera officiellement présentée demain, et du Premier ministre pour valider le choix du prénom du second enfant de William et Kate. Mais une question cruciale remue le Royaume-Uni et une partie de la planète. Quel sera son prénom? On parle tout d'abord d'Alice. Outre-Manche, où les paris vont bon train, 7 prénoms ressortent du lot, à commencer donc par Alice, qui était justement le prénom de la deuxième fille de la reine de Victoria. Ce fut aussi le prénom de la duchesse de Gloucester, morte à l'âge de 102 ans, il y a maintenant 11 ans, ce qui fit d'elle la membre de la famille royale ayant eu la plus longue espérance de vie. Et pourquoi pas finalement Charlotte? Après tout, c'est également la forme féminine
féminine de Charles, le prénom du père de William, le prince de Galles. Charlotte était l'épouse de George III, une excellente botaniste et aussi la mère de 15 enfants. Charlotte est également l'un des prénoms d'une certaine Pippa Middleton. Faut-il seulement rappeler également l'importance familiale de ce prénom? Élisabeth, le duc et la duchesse de Cambridge rendraient aussi hommage à la reine Élisabeth II, mais le poids d'un tel prénom serait peut-être lourd à porter, même pour une Windsor. Ce prénom hébreu est également l'un des prénoms de Kate et de sa mère. Pourquoi pas également Princess Frances, évidemment de ce côté de la Manche, ce prénom plairait beaucoup. C'était l'un des prénoms de la princesse de Galles, Lady Diana, et celui de la grand-mère de William, la mère de Diana, Frances Shankidd. On le retrouve également dans l'arbre généalogique des Middleton sous la forme masculine de Francis. On parle également du prénom Alexandra, un des autres prénoms, et donc Alexandra, favori des Britanniques. Un autre prénom de la reine Victoria, c'était aussi le prénom de la princesse danoise, l'une des plus belles de son temps, qui a épousé le roi Édouard VII. Encore un des prénoms de la mère et de la grand-mère de William est celui de Marie. Ce prénom a des bons et des mauvais côtés. La dernière princesse Marie, née en 1987, était la sœur de George VI. Et puis, bien évidemment, pourquoi ne pas parler de Princess Diana? Ce serait très étonnant tant le poids de ce prénom serait lourd à porter, mais de nombreuses Anglaises en rêvent. Mais comment donner à son enfant le prénom de la mère que l'on a perdue à l'âge de 15 ans? De plus, le prince William a déjà d'une certaine façon honoré la mémoire de sa mère en offrant à Kate la bague de fiançailles en diamant et saphir de sa mère. C'est la fin de cette émission. Non, c'est pas la bonne jingle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et rendez-vous naturellement dimanche prochain pour une nouvelle édition du Grand Show de l'Info. Il est 20h tout pile et dans quelques instants, vous retrouvez toute l'équipe de Rugby Time. À mes côtés, notamment Philippe. Excellente soirée sur Radio One. Radio One, le Sunday Time.